Bonsoir, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi. Nous sommes les féministes révolutionnaires que vous pouvez retrouver tous les premiers vendredis du mois pour parler de lutte féministe. À l'animation ce soir, il y a moi, Milo, et Lo qui aura la double casquette puisqu'il est aussi prof et donc il sera aussi invité. Pour les féministes révolutionnaires est un collectif de lutte et de formation. On articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser et combattre les rapports de domination et d'exploitation dans la société. On pense que les inégalités, ce n'est pas des cas isolés, qu'il faut les combattre séparément et qu'il ne faut pas les combattre séparément. On pense qu'elles font partie d'un seul et même système contre lequel il faut lutter pour le changer de manière radicale. Et on pense que ce renversement du système, il arrivera grâce à l'action organisée des exploités et des opprimés. C'est pour ça qu'on se définit comme révolutionnaire. Pour parvenir à ce renversement, on fait plein de trucs, comme publier un journal, organiser des moments d'échange et de formation, participer à des manifestations, soutenir toutes les luttes des travailleurs et travailleuses. Aujourd'hui, on veut vous parler de l'école et de tout ce qui fait que c'est un lieu qui reproduit les inégalités au lieu de les gommer. Un lieu qui reproduit les dominations au lieu de nous en émanciper. En fait, l'école, elle agit comme une caisse de résonance des politiques libérales, sexistes et racistes. Et au final, c'est les élèves et les personnels qui trinquent. En deuxième partie d'émission, on va tenir une table ronde pour échanger sur les réalités de terrain dans les collèges et les lycées. On va discuter avec des gens qui ont des métiers différents, alors surtout des profs, du coup, qui ont des statuts différents dans l'éducation nationale. Donc on aura une prof en lycée professionnel, un prof en collège et une prof en classe Ulysse, qui nous expliquera aussi ce que ça veut dire. On devait avoir une camarade AED, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir, donc ce sera prof représente pour cette fois. Mais avant ça, on a une petite lettre ouverte à adresser à Gabriel Attal, notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Accrochez-vous, on va pas le ménager. Ou pas. Salut Gabriel Attal, c'est les femmes rêves. Peut-être. On n'apprécie pas du tout la façon dont t'as géré ta rentrée. Déjà, t'as commencé par une décision sexiste, raciste et islamophobe. Carton plein pour draguer lourdement l'extrême droite et pour nous mettre en colère. L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. Donc là, au nom de la laïcité et de la liberté, tu perpétues en toute tranquillité des dominations sexistes et islamophobes. Pour toi, les femmes musulmanes sont soit des victimes à sauver, soit des dangers pour la société. Et donc, pour les sauver et te prémunir du danger, tu les déshabilles. Il faut vous le dire en quelle langue, à toi et à tes petits copains, que vous n'avez pas à contrôler la façon dont les filles s'habillent. Vous nous aviez déjà fait le coup en 2004, avec la loi qui interdit le port du foulard. Et puis depuis, à chaque rentrée, il y en a toujours un pour dire que les crop tops sont trop courts. Cette année, manifestement, c'est les robes qui sont trop longues. Mais bizarrement, les robes ne sont qualifiées d'abaya que quand ce sont des jeunes filles racisées qui les portent. À cause de toi, elles se sont retrouvées profilées à l'entrée des collèges et des lycées et renvoyées chez elles pour des robes trop amples, des kimonos ou des tenues pas assez moulantes. Ça s'appelle une atteinte grave à leur droit à l'autodétermination et à leur droit à l'éducation. Après ça, Gabriel Attal nous a aussi menti. Oui, il y aura un enseignant devant chaque élève et à nouveau je veux saluer les enseignants. On est allé vérifier auprès des syndicats. On est le 6 octobre et c'est toujours pas le cas. Dans un collège-lycée sur deux, il manque au moins un prof. Et on parle même pas des primaires et des maternelles. C'est difficile d'avoir les chiffres nationaux, mais il y a juste à traverser la Seine pour se retrouver à Gennevilliers. Et à Gennevilliers, il manque 8 profs de primaire pour toute la ville. En tout, ça fait 200 enfants sans prof. Et manifestement, Gabriel Attal n'a pas vraiment réfléchi à l'origine du problème. S'il manque des profs, c'est parce qu'il y a de moins en moins de gens qui passent les concours. Et ça, c'est parce que le métier de prof n'attire plus. Et s'il attire plus, c'est pas parce que les gens ont la flemme, c'est parce que les salaires sont trop bas et les conditions de travail trop pénibles. Un prof certifié en début de carrière, c'est entre 1 900 et 2 000 euros net par mois, mais avec 18 heures de présence devant des classes de 30 élèves minimum et tous ces cours à préparer. Alors tu m'étonnes que les gens veulent pas y aller. Mais du coup, pour combler les trous, le ministère y recrute à tour de bras des contractuels sous-payés et pas du tout formés. Alors c'est vrai, sur la rémunération, Gabriel Attal, il a quand même fait un petit geste, parce que ça fait des années que les profs le demandent en boucle. Donc, le point d'indice a été légèrement revalorisé. Mais en vrai, il n'y a pas de mesure de fond pour faire face à l'inflation et à la perte de pouvoir d'achat.
Le gros des augmentations de salaire des profs, c'est des primes. Mais les primes, déjà, ça rentre pas dans le salaire, donc ça compte pas pour le calcul de la retraite. Et en plus, c'est conditionné à des missions supplémentaires. Ces missions supplémentaires, Gabriel Attal et ses petits copains, ils ont appelé ça le pacte. Maintenant, le pacte. Oui, le pacte, il s'agit de dire que vous avez aujourd'hui des enseignants qui font encore plus que ce qu'il aurait demandé quelque part dans leur mission classique. Alors, on va vous la faire courte. Le pacte, c'est si tu acceptes de prendre des missions en plus de ton boulot de prof, tu es payé en plus. Par exemple, remplacer au pied levé un collègue qui est malade ou assurer la coordination numérique de ton établissement. Bon. Le problème, c'est que déjà, il n'y en a pas pour tout le monde. Va donc te battre avec tes collègues en salle des profs pour savoir qui aura le droit à une mission qui rapporte. Et puis ça, c'est si tu as la possibilité de faire des heures en plus. Parce que si tu as un handicap qui limite ton temps de travail ou des enfants à gérer seul, eh ben c'est tant pis pour toi. L'objectif affiché du ministère, c'est de combler toutes ces heures de cours que les élèves n'ont pas parce que ces horribles profs ont le culot d'être malades, d'aller se former, d'appliquer leur droit syndical ou d'enterrer leurs proches. Comme si le vrai fléau, c'était la petite heure de maths en moins dans la journée parce que la collègue est partie emmener ses 30 gamins en sortie et pas le poste de techno qui n'est pas pourvu pendant toute l'année. Après tout ça, pour clôturer sa rentrée, Gabriel Attal a tenté de faire pleurer dans les chaumières en parlant du harcèlement. D'abord, vous me permettrez de m'arrêter un instant, très court instant, sur ce sujet, parce que c'est ma priorité absolue. Et parce que c'est insupportable d'avoir des élèves qui vont à l'école la boule au ventre parce qu'ils y sont harcelés et qui rentrent chez eux la boule au ventre parce qu'ils savent que le harcèlement va continuer sur les réseaux sociaux. Et je veux m'adresser aux élèves qui nous regardent et qui sont harcelés, ou aux parents d'élèves dont les enfants sont harcelés. Et je veux leur dire, vous n'êtes pas seuls. On vous écoute et on va agir. Évidemment que le harcèlement scolaire, c'est dramatique et que ça met en danger des milliers d'élèves chaque année. Mais pour lutter contre le harcèlement, la solution c'est pas, contrairement à ce que fait le gouvernement, de faire de la com tout en renforçant la répression et en envoyant les flics dans les collèges. Ce qu'il faut, c'est du temps et des moyens. Il faut former les profs à recevoir la parole des élèves harcelés et à gérer les situations de harcèlement. Il faut faire en sorte que les profs et tous les autres personnels puissent faire un suivi beaucoup plus individualisé des élèves. Sauf que ça, c'est pas du tout la direction prise par les gouvernements de droite comme de gauche jusqu'à maintenant, et celui de Gabriel Attal ne fait pas exception. À la rentrée 2023, il a encore fermé 2500 postes de profs. Des postes qui ferment, ça veut dire des effectifs dans les classes qui augmentent, des effectifs dans les établissements qui augmentent, donc ça veut dire plus d'élèves pour les personnels, ça veut dire des personnels épuisés, des élèves mal accompagnés, et en fait une école qui se contente juste de formater la jeunesse pour les besoins du capitalisme. Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé, un peu de maths et de français. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Vous venez d'entendre la sécurité de l'emploi des Fatal Picard. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi avec les féministes révolutionnaires pour notre émission consacrée à l'éducation nationale. Pour approfondir notre réflexion sur les dysfonctionnements de l'école publique, on a avec nous dans le studio plusieurs personnes qui travaillent en tant que professeurs, surtout dans l'éducation nationale. Et du coup, je vais vous demander de vous présenter. Tu veux commencer, Tiffaine ? Vas-y. Moi, je m'appelle Tiffaine, je suis coordonnatrice dans un collège. Est-ce que c'est le moment où j'explique tout de suite ce que c'est que l'ULIS ? L'ULIS, c'est un dispositif d'inclusion. Ça existe depuis 2015. L'idée, c'est d'accueillir dans les établissements, ça va de la maternelle au lycée, d'accueillir dans les établissements scolaires les élèves qui ne peuvent pas suivre une scolarité ordinaire à temps plein en raison de leurs troubles, leur handicap, et donc de leur permettre d'avoir une scolarité qui est adaptée
et de jongler entre à la fois les apprentissages scolaires de leur classe d'âge et un apprentissage sur un niveau scolaire moindre dans le cadre du dispositif Ulysse, et puis d'avoir un coordonnateur ou une coordonnatrice, donc mon poste, qui vient, en plus de leur enseigner certaines matières, coordonner toutes les adaptations pédagogiques auxquelles ils ont besoin, faire la transmission avec les soins, les familles, la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, et l'équipe éducative. Un beau programme du coup. Moi c'est Lo, je suis professeure de mathématiques en collège REP à Nanterre, donc en réseau d'éducation prioritaire, et à la CGT accessoirement. C'est tout. Ok. Du coup, moi, je suis Léa, aussi prof de maths, mais avec une subtilité. Du coup, moi, je fais maths et physique chimie parce que je suis en lycée professionnel. Et en lycée professionnel, donc pour les donc en lycée professionnel, je reprends dès le début, il prépare le bac professionnel, donc c'est en 3 ans, c'est de la seconde à la terminale, ou le CAP. Voilà, donc c'est en 2 ans. Et donc, ils choisissent une option, donc métier de la mode, métier de la vente, électrotechnique, il y a vraiment tout un tas de choses. Et donc, leurs enseignements sont séparés ils font pas mal d'heures professionnelles, donc en atelier, ça va être assez pratique, et des enseignements généraux. Et dans les enseignements généraux, en fait, il y a ce qui s'appelle la bivalence, où en fait on fait maths et physique, et les profs de lettres ils font genre français, histoire géo, ou français allemand, des trucs comme ça. Et voilà, je sais plus, c'est bon, c'est tout. Je pense que c'est bon. Du coup, il y a moins d'1 mois, c'était la rentrée. Et est-ce que, comment ça s'est passé dans vos établissements respectifs? Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers ou pas, notamment avec le contrôle de la baya, par exemple? Nous, on n'a pas eu de soucis chez moi. Alors, en même temps, ça concerne plutôt les lycéens, lycéennes en général. Au collège, on a moins le problème, même si on l'a eu un peu quand même. En fait, ce qui est assez frustrant de voir, c'est que à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'avait pas le souci avant. C'était jamais arrivé qu'on ait à reprendre en fait sur les tenues, parce que aussi ça dépend des politiques de direction. Il faut voir que les endroits où il y a des soucis, c'est parce que aussi les personnels veulent le créer, quoi. C'est une direction qui va avoir ça en tête, quoi, qui va vouloir faire cette police à l'entrée de l'établissement. Et en fait, moi, dans mon établissement, j'ai la chance d'avoir une direction qui s'en fout un peu de la question. Et mes élèves, du coup, ont la chance de pas trop se faire emmerder là-dessus. Mais après, en fait, si on a une annonce comme ça au gouvernement, les élèves, en fait, ça les interpelle. Ils ont envie d'en parler, ils ont envie de voir ce qui se passe. Et donc, en fait, c'est quand on a commencé à en parler dans les médias, mais ça a commencé l'année dernière, en fin d'année dernière, qu'on a eu quelques élèves qui, en fait, qui testaient un peu, voilà, et qui voulaient avoir un argumentaire, qui essayaient de. Et en fait, c'est assez compliqué de voir que, ouais, en fait, on a des collègues, des personnels de nos établissements qui ont ce débat avec des enfants de 13, 14 ans, 15 ans. Il faut arriver à justifier quand même à une gamine qu'il faut qu'elle rentre chez elle, elle a pas le droit de venir à l'école parce que sa robe est pas. Là, faut rentrer dans le détail. Elle est trop. Je sais pas. Du coup, elle est trop ample. On voit pas assez tes formes. Ouais. On voit pas assez ta peau. Enfin, vraiment, c'est. Et en fait, même voilà. Enfin, pour nous, c'était indéfendable de toute façon. Donc, c'est surtout les personnels de direction qui se lancent dans ce débat-là. Bon, on n'a pas eu trop d'incidents nous, donc franchement. J'aime bien. Moi du coup je suis au lycée et du coup pour le coup en fait là je suis passée cette année l'an dernier j'étais à Clichy-sous-Bois donc dans le 93 et cette année je suis passée à un lycée du centre de Paris, donc je vois la différence de traitement notamment entre les élèves, entre plein de choses et du coup à la rentrée on n'a pas du tout vu, enfin c'était absolument pas présent la question de la baya. La proviseure n'en a pas parlé et je pense qu'il n'y a eu pas d'incident. Enfin, la question ne se posait pas. Par contre, je sais que là où j'étais avant, je sais qu'il y a eu la question et c'est vrai que l'année dernière, il y avait... Enfin, ça arrivait souvent, même avant au moment du ramadan, que les filles, elles viennent en abaya et en fait, ça a posé problème à personne. Par contre, dès qu'il y a eu les annonces gouvernementales et tout, je voyais bien un petit peu sur les discussions
où je suis encore sur les discussions des profs que apparemment la directrice elle s'est grave emparée de ça pour faire chier quoi, parce que clairement la directrice elle avait un problème avec le fait que les filles elles soient ouvertement musulmanes quoi, et du coup ça lui donne ça légitime son islamophobie qui était déjà présente quoi. Avant il y avait un rapport de force qui faisait que en fait la plupart des profs là-bas sont eux-mêmes musulmans et tout, et du coup en fait, personne ne se serait permis de faire des remarques, mais là, la directrice, elle s'appuie grave dessus, quoi. Je sais pas comment ça se passe en pratique, mais je sais que c'est très présent là-bas. Ouais, puis il y a des équipes qui se déchirent aussi. Moi, j'entends beaucoup de collègues qui disent que du coup, ça fait des clans dans les équipes éducatives entre ceux qui ont tout de suite qui se saisissent d'un soupçon. Et puis ceux qui défendent le fait de ne pas appliquer cette politique-là. Mais même moi je suis au collège comme toi, Allo, et c'est vrai qu'on n'est pas tellement confronté à cette question-là. Et en tout cas, moi, ma direction, il fait pas attention. Donc il y a plein de jeunes filles qui sont venues avec des robes longues, abaya ou pas, et qui se sont pas fait emmerder du tout. Mais par contre, chez les élèves, ça a créé une vraie... ils se sentent vraiment attaqués, quoi. Enfin, moi, ils me le disent, mes élèves. Mais Gabriel Attal, c'est celui qui est raciste, c'est celui qui veut pas de nous. Et ça crée une méfiance qui est énorme chez... moi, j'ai comme toi, des élèves qui ont entre 11 et 15 ans et qui ont une méfiance énorme du lieu qui les accueille, quoi, tous les jours. Et tu voulais rajouter quelque chose ? Je trouve, c'est ce que tu disais par rapport au chef. En fait, c'est vraiment renvoyé au local. Il y a beaucoup de règles comme ça, on en reparlera plus tard, mais tout ce qui est le pacte, tous ces trucs-là, en fait, c'est... Le gouvernement, c'est bien pratique, il se décharge complètement sur les directions. C'est vous appliquez comme vous voulez, entre guillemets, parce que là, il n'y a pas de... Évidemment qu'il n'y a pas de texte clair qui est sorti où il fallait mesurer les robes des jeunes filles comme dans les années je sais pas combien. Enfin, bien sûr, ils peuvent pas faire ça en fait, mais du coup, ils peuvent pas donner une définition claire et précise de ce qu'est une abaya, puisqu'en fait, d'ailleurs, on l'a vu avec les dérives, c'est que voilà, un kimono, ça n'allait pas. Une élève qui était en robe noire, même en pantalon et haut ample, qui était le dress code de sa filière, parce qu'elle était en lycée pro, et qu'en lycée pro, souvent, ils ont un dress code en fait pour certains jours. Pareil, renvoyer chez elle, parce qu'il n'y a pas de truc clair. Ouais. Et du coup, c'est comme, ça. Dans la loi de 2004, elle était quand même... Donc, la loi de 2004, qui est la loi qui a justement légiféré sur ce truc de pas de signes religieux, pas d'habits religieux à l'école, ça restait très flou. Et ce fait de faire ce focus sur l'abaya, personne ne peut dire clairement... on a vu les blagues sur Twitter sur est-ce que abaya ou pas. Mais en fait, c'est juste que ça légitime de faire la chasse, en fait. C'est juste ça. Et en fait, c'est à l'appréciation de si on a des collègues sympas ou pas, si on a une direction compréhensive ou pas. Et ça crée encore aussi l'inégalité forcément entre les élèves. Et clairement, la question se pose pas de la même façon partout, quoi. Et je pense que tu fais bien de rappeler la loi de 2004 en fait, parce que je pense que c'est vraiment le point central de ce truc, et c'est vraiment le péché originel en fait, parce que depuis 2004 il y a que des circulaires qui passent sur moi j'ai révisé les concours en fait l'an dernier, donc j'ai lu le Vademecum laïcité, donc c'est genre 70 pages sur la laïcité à l'école, et dès que ça parle de signes religieux, en fait tu vois que des circulaires depuis 2004, t'as que ça sur genre le bandana. Alors en fait le bandana c'est possible, mais si ce n'est pas porté avec l'intention d'être religieux en fait. En fait c'est comme l'abaya c'est destiné, c'est un signe religieux par destination, et c'est que des trucs comme ça, et en fait c'est la porte ouverte à la discrimination, quoi, parce que la destination en fait elle dépend de qui est l'élève et de qui tu supposes musulmane ou pas, et en fait vu que ce truc là, ce truc de signe religieux en fait ça n'a aucun sens, c'est vraiment ça qui est à la racine du truc, et je sais plus ce que je voulais dire, et non c'est Parce que du coup, on parlait, dans la chronique d'Anouk, on entendait toutes les annonces de Gabriel Attal, et il a aussi parlé du pacte. Est-ce que vous sauriez définir ce que c'est et qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça change, ou... Voilà. On peut essayer. Ces questions. Le pacte, c'est son nom. C'est le pacte avec le diable. Non, mais c'est déjà nous on a un statut de fonctionnaire et tout, donc c'est une contractualisation du statut. Donc c'est une attaque vraiment déjà contre le statut de fonctionnaire, ce qui découle en fait de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent qu'on devienne tous des contractuels et qu'on soit corvéables. Merci. Et du coup, tu signes pour faire un certain nombre d'heures, et
notamment remplacement courte durée. Donc ça veut dire un peu, par exemple, normalement, ton emploi du temps de prof, par exemple, je sais pas, le lundi matin, le mardi après-midi, tu vas pas travailler. Ça veut dire que c'est à ces moments-là, tu éteins ton téléphone, tu peux aller à la piscine, tu fais ce que tu veux. Là, si tu signes le pacte, c'est genre, à tout moment, on peut t'appeler, te dire, tu viens faire remplacer machine. Et il y a aussi tout un tas d'autres trucs. Donc qui sont en fait les missions. Donc c'est des trucs hyper intéressants que les gens faisaient déjà, style par exemple notamment les missions d'inclusion d'élèves à besoins particuliers, et qu'en fait qui seront réservées aux gens qui prennent le pacte. Oui, et puis en plus, dans les remplacements de courte durée, tu peux remplacer tes collègues grévistes aussi, ce qui est quand même une nouveauté là-dessus. Ah oui, tu peux pas du coup, ok. Ouais. Quand ils ont commencé à en parler, donc en fait, ce truc du remplacement de courte durée, en fait, ils martèlent que vous entendrez peut-être le chiffre, c'est 15 millions d'heures par an qui sont perdues, entre guillemets, par les élèves. C'est-à-dire que il y a 15 millions d'heures qui devraient être effectuées qui ne le sont pas. Pour des raisons, si les profs sont malades, honte à eux. Et pas remplacés. Si, malade, absence syndicale, absence pour raison personnelle grave familiale, mais aussi sortie scolaire. Par exemple, en fait, quand on emmène une classe en sortie, du coup, mon cours de maths que je devais avoir avec les 4e 2, ils l'ont pas. Ouais. Et ça, donc, on considère, en fait, là, le gouvernement, vraiment, sa vision, c'est 1 heure que les élèves ont perdue. C'est-à-dire que, voilà, c'est inadmissible. Ils ont 1 heure en moins des heures qu'ils devaient avoir cette année. Et donc, c'est une atteinte à leur éducation, j'en sais rien. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut remédier. Comment on y remédie ? On cale les profs, parce qu'après tout, ils ont du temps libre, parce qu'ils font que 18 heures. Donc, ces grosses feignasses, on la cale et calée sur ces heures. En fait, on te dit, là, tiens, le collègue est pas là, tiens, t'as qu'à aller leur faire 1 heure. Mais 1 heure de ce que tu veux. En fait, tu fais ta matière, ou tu leur fais 1 heure de méthodologie, ou 1 heure de, en fait, on va pas aller vérifier, peut-être 1 heure de c'est pas sorcier, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu fais de la garderie. C'est vraiment ça le principe. Ces heures, elles sont extrêmement bien payées. Il faut voir que c'est le double d'1 heure sup d'un prof. Donc en fait, mais sauf qu'on signe un pacte. Ça veut dire que les heures supplémentaires jusqu'ici, ce qui se passait, c'est que je fais 1 heure pour telle ou telle raison, je la déclare, je suis payé derrière. Point. Là, je signe un contrat. Je ferai 18 heures de remplacement dans l'année. Je suis obligée de faire 18 heures. Si je fais mes 18 heures, tant mieux. Je gagne un paquet de fric, vraiment, par rapport à ce que j'ai d'habitude. Donc forcément, l'argument, il est là quand même. Si je les fais pas, on sait pas. C'est pas encore très clair. Est-ce que on me retire mon salaire ? Est-ce que on me force à faire autre chose ? C'était vers ça que ça se tournait. On me fait faire une autre mission, parce que les collègues, ils veulent signer le pacte, pas pour faire des remplacements de leurs autres collègues, mais pour faire d'autres trucs, pour faire des heures. Ils faisaient les missions avant, ils se disent, pourquoi pas être payé pour une fois pour les missions que je fais ? Mais si je fais pas assez d'heures, on me collera sur autre chose. On n'en sait rien, surveillance ailleurs, peu importe quoi. Et en fait, c'est vraiment ce truc de de plus en plus nous mettre à d'autres missions, à faire d'autres trucs, à pouvoir venir un peu sur, comme tu disais, sur le qui-vive, à être. Alors nous, pour l'instant, on a un créneau réservé dans la semaine pour le remplacement de courte durée. C'est pas n'importe quoi, on nous a bien rassuré. Non, attention, on vous appellera pas, etc. Mais en fait, on n'a aucune garantie sur rien pour l'instant. On sait pas du tout comment ça va se passer. Et surtout qu'il y a ce truc de, en fait, c'est d'être un prof, d'être malade, on n'est pas remplacé, et ils ont perdu 1 heure de maths aujourd'hui. C'est peut-être aussi la vie, quoi. On est quand même autorisé à être malade. Est-ce que les élèves ils perdent pas plus d'heures par les élèves, les profs qui sont juste pas nommés en fait. C'est combien est-ce qu'on peut les comptabiliser ces heures-là, parce que on va parler du bilan de rentrée, mais en fait. Les postes qui sont pas pourvus, c'est pas compté dans le RCD, c'est en plein de courte durée, c'est moins de 2 semaines. Les autres, parce qu'en fait, le remplacement de l'éducation nationale, on commence à considérer à vous coller un remplaçant si vous êtes absent plus de 2 semaines. Moins de 2 semaines, c'est même pas la peine d'y penser. Déjà que vous pouvez être absent 3 mois. Merci, non ? Ouais. C'était fut un temps, mais c'est plus ce temps-là. Déjà, si vous êtes remplacé 3 mois, des fois, vous êtes quand même pas remplacé, mais bon. Et donc, ce moins de 2 semaines, là, on le refout sur le dos des collègues en mode, vous avez besoin de combler faire bouche-trou, en fait, pour ces heures-là. Et le remplacement de plus longue durée, c'est mis sur le dos d'autres choses, des contractuels, qui n'existent pas non plus. Donc, c'est les heures perdues aussi, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose, parce que c'est un échec du gouvernement, donc c'est autre chose.
Ouais, puis il y a un truc un peu bâtard aussi ça fonctionne par mission. C'est comme des briques et tu dois les accumuler. Donc en fait, tu es obligé de signer la première brique qui est le remplacement de courte durée pour avoir accès aux autres. Sauf que les autres briques, elles correspondent à ce qu'on faisait déjà, qui étaient les projets pédagogiques, etc. Genre faire le collège au cinéma, c'est-à-dire emmener ses élèves au collège. Et donc en fait, ces heures-là, si tu veux pouvoir continuer de créer des projets avec tes élèves, des projets un peu sympas, culturels, etc., tu es obligé du coup de signer cette première brique qui est leur grosse mission là en gros, et pour pouvoir y avoir accès. Et donc en fait, si t'es un enseignant qui ne pactise pas, donc qui n'a pas signé, finalement tu sais pas dans quelques années tu te retrouveras avec aucun projet. Et puis ça, il y a aussi le risque du coup, par exemple là il y a de plus en plus de contractuels, c'est aussi le but d'avoir une espèce d'armée de réserve qui est de plus en plus grosse. Et puis tu sais pas à quel moment en fait ils vont dire on n'embauche plus que des contractuels, on vous renouvelle les contractuels uniquement si vous signez le pacte. Enfin, ça, en fait, ça peut aussi amener à ce genre de dérives et tout ça qui sont assez dangereuses pour le statut des enseignants, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a déjà eu, il y a des chefs qui ont conditionné les sorties scolaires au pacte, par exemple, en fait, en disant, pas forcément pour les collègues qui organisent, mais en fait, en disant, vous aurez le droit de faire des sorties si vos cours sont remplacés, s'il y a quelqu'un ce jour-là qui peut prendre vos élèves. Sinon, et en fait, il y a vraiment cette vision que l'école, c'est quoi ? L'école, c'est apprendre à lire, à écrire, à compter, et après aller bosser pour le capital. Vraiment, en fait. Faire une sortie culturelle, aller au cinéma avec son prof, c'est pas le but de l'école, quoi. C'est, les voyages scolaires, pareil. Voyage scolaire, évidemment, quand on fait un voyage scolaire, on a 4 profs qui se barrent une semaine, donc, leurs cours ne sont pas assurés, c'est vrai. Mais du coup, l'apport pour les élèves en voyage, ça compte pas, quoi. C'est, ils sont tous en vacances, de toute façon, on s'en fout, quoi. Et donc, c'est ça, et c'est pour ça qu'ils ont bien fait d'appeler ça le pacte, d'ailleurs, c'est que ça, c'est sous condition, quoi. Vous signez et puis on verra après ce qui vous arrive, quoi. Ok. Et je voulais juste poser une dernière question avant de enchaîner. C'est du coup, qu'est-ce que vous exigeriez du gouvernement et notamment de Gabriel Attal, si vous l'avez en face de vous, par rapport à tout ça, tous ces nouveaux fins de la rentrée, parce que, voilà. Par quoi arrête le pacte. Stop, on arrête ça. Sur le pacte, en fait, faut voir que donc c'est très bien payé. Il y a eu vraiment des centaines d'heures. Nous, dans mon bahut, on pouvait signer 50 parts en tout, c'est 1 200 € la part. Donc, ça fait des budgets colossales. Et à côté de ça, nos DHG, donc c'est les dotations horaires globales, en fait, les enveloppes d'heures cours qu'on nous donne, ça veut dire qu'en fait, on nous donne un budget d'heures. En fait, il faut payer les profs, en gros. Si on vous donne 50 heures, vous pouvez payer 50 heures de prof pour qu'ils fassent cours à vos élèves. Si on vous donne moins, vous ferez moins d'heures. Et en fait, nous, tous les ans, on est sabrés là-dessus. En fait, il faut voir qu'en janvier, tous les ans, ce truc-là nous tombe dessus. Et en fait, c'est toujours le suspense. Est-ce qu'on nous a coupé des heures ? Est-ce qu'il va falloir encore réduire supprimer les demi-groupes, supprimer les doublements, supprimer des cours, des trucs qu'on fait en plus, des projets qui étaient sur des heures, et non, tant pis. Et ça, toujours la raison, c'est coupe budgétaire, vous comprenez, il n'y a plus d'argent, il y a moins d'élèves, donc on coupe, etc. Et là, en fait, on nous dit, apparemment, mais il y a des centaines de milliers d'euros qui traînent partout pour faire ces missions-là, pour remplacer, etc. Donc déjà, en fait, si on commençait par, on arrête ce truc-là, on laisse tomber les missions, etc. En plus, c'est juste, on veut des heures pour faire cours. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, si moi j'ai une classe de 6e qui est en maths en demi-groupe, moi je fais 2 heures de cours. Eux, les élèves, ils font qu'1 heure. Ils font 1 heure en demi-groupe, donc ils sont 15 au lieu d'être 30, quoi. C'est quand même pas mal. Moi, ils sont un peu moins, parce que j'ai la chance d'être en REP, donc ils sont que 25 dans ma classe. Donc, voilà. Mais ça coûte 2 heures au gouvernement. Et ça, alors que ça pourrait leur coûter qu'1 heure, s'ils étaient en classe entière. Et en fait, c'est vraiment ça, l'enjeu des heures, c'est ça, quoi, par exemple. Et du coup, en fait, puisque c'est l'intérêt des élèves qui prime avant tout, juste, on remonte le budget, on nous donne plus d'heures, on fait plus d'heures aux élèves. Mais vraiment, on commence par ça. Si on a plus d'heures, on peut ouvrir une classe. Si on ouvre une classe, on a moins d'élèves par classe. Moins d'élèves par classe, c'est la panacée. Vraiment, c'est un peu le rêve maintenant inatteignable. Il faut voir que quand même maintenant, en maternelle, on dépasse les 30 élèves. En petite section, j'ai des camarades de petite section, ils sont 31 ou 32 dans sa classe. Et voilà, donc petite section, moyenne section, 31, 32. Voilà, après on monte, quoi, c'est pas grave. Au lycée, au lycée général, ça monte à 40 ou 45. C'est un peu... Oui, et puis ça va être de pire en pire. Ça, moi, je peux parler surtout de Paris, parce que je suis à Paris et je suis à la CGT Paris, mais il y a des fermetures énormes. Là, ils sont en train de fermer 6 lycées pro. Ils vont enfermer tous les collèges de moins de 300 élèves, alors que nous, c'est ce qu'on revendique, des petits collèges. Et nous, ce qu'on veut, c'est réellement un prof par classe, mais donc pas par le pacte et le remplacement de courte durée, mais juste d'avoir des postes temps plein
devant chaque classe, quoi. Et là, avec les fermetures. Ouais. Bah, si je peux dire un petit mot s'il y a le temps de faire sur ces fermetures de lycée pro et déplacements, ça se fait vraiment dans des conditions catastrophiques en fait. Enfin, par exemple, on va avoir une classe de 24 élèves, donc imaginons une classe de terminale Agora. Donc Agora, c'est gestion, voilà, gestion. Administration, donc de 24 élèves, parce qu'en pro c'est censé être 24 élèves, même si à la rentrée là il y a eu ça a été largement dépassé. Et ils vont mettre 18 élèves de la classe dans un lycée et puis 6 élèves qui sont punis, qui sont dans un autre. Donc déjà, comment tu choisis les 6 élèves qui sont exclus de leur classe, alors que d'habitude en pro, nous, les élèves ne changent pas de la seconde à la terminale, tu as ta même classe, il y a vraiment un esprit d'équipe et tout, c'est hyper important. Et là, juste non, il y a t'as 18 élèves qui restent ensemble et puis 6 qui sont envoyés dans un autre lycée, qui sont punis à l'autre bout de la ville. Super, vraiment très loin de chez eux. Ouais. Et notamment, il y a beaucoup de lycées de centre-ville qui ont été fermés parce que du coup, les lycéens professionnels, faut pas les mettre dans les beaux quartiers, il faut les mettre dans les portes. Et aussi, un truc que j'ai trouvé dingue, c'était que genre une classe là de Théagora qui n'avait aucun prof d'enseignement professionnel. Donc là, en gros, je sais pas, tu commences ta rentrée, c'est pas un prof qui manque, c'est tous tes profs, quoi. Enfin, t'as des profs de français et de maths, mais genre, la moitié de tes cours, c'est des enseignements professionnels et tu les as pas. Et pourquoi ? Pour libérer des locaux qui apparemment ne sont pas utilisés actuellement, quoi. Donc, ils ont fait vite pour virer tous les lycées des locaux et en fait, il se passe rien avec ces locaux, quoi. C'est juste catastrophique. Et puis là, on n'en a pas autour de la table, mais il y a une grosse problématique aussi avec les AESH. Les AESH, c'est les accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Donc généralement, les élèves, ils reçoivent une notification de la MDPH et puis ils ont un certain nombre d'heures qui leur est attribué d'accompagnement par une AESH. Et puis, en fait, sur chaque académie, il manque des centaines d'AESH et c'est sans compter le fait que chaque année ils baissent les notifications des élèves. Par exemple, un élève qui est censé avoir 18 heures d'accompagnement d'AESH, cette année il est passé à 12 et puis l'année prochaine il passera à 8 jusqu'à ne plus en avoir du tout. Moi je travaille dans un dispositif Ulysse, les élèves du dispositif Ulysse ils n'ont plus le droit carrément à avoir des AESH parce qu'il y a tellement pas d'AESH qu'ils y ont juste plus le droit puisqu'ils ont déjà la coordo qui est là. Voilà. Et ils ont déjà droit à un dispositif qui coûte cher. Donc du coup on leur enlève les AESH et donc il y a plein d'élèves qui ne sont pas scolarisés parce qu'ils n'ont pas d'AESH et qu'ils ne peuvent pas aller à l'école sans leur AESH à cause de leurs troubles. Et puis on se retrouve du coup avec plein d'élèves dans des situations très compliquées, avec du personnel qui est pas assez formé, avec pas assez de personnel, même s'il est formé, même quand il est formé. Et donc des élèves qui sont complètement largués et qui passent le bac mais qui n'ont pas d'AESH pour les accompagner pour le jour de l'épreuve et puis pour toutes les préparations et donc ils sont puis tant pis quoi. Ouais, et puis tant pis quoi. Ok, donc au final ce pacte il nous prouve il démontre une fois de plus que finalement il y a plein d'argent magique. Ouais, c'est clair. Et qu'il y en a beaucoup. Enfin, c'est pour notamment ça. Pour les entreprises. C'est comme ça. J'ai regardé un peu des chiffres pour préparer l'émission, etc. Et je voyais que le budget de l'éducation nationale avait été augmenté cette année de 8 millions d'euros. Ah oui. Oui, mais je pense que c'est sans doute parti là-dedans. Oui, après c'est pas énorme sur. C'est le lycée professionnel. Le fait qu'on rémunère les stages des lycées professionnels. De 100 €. Mais c'est le gouvernement qui les rémunère. Mais c'est les gouvernements qui rémunèrent. Donc, pas les entreprises. En gros, ils les payent pour aller faire des stages en entreprise. Pareil, la réforme du lycée pro, si on en parlera un moment, mais ils disent qu'ils mettent 1 milliard, je crois, pour cette réforme. Mais en fait, dans ces 1 milliard, tu n'as rien qui va dans les lycées. En fait, c'est que pour les entreprises. Mais même les lycées perdent parce que du coup tous ces élèves qui vont beaucoup plus en stage par ailleurs et du coup ils perdent en matière générale et donc tu as moins d'heures attribuées sur l'histoire géo, les lettres, les maths. Mais cette réforme c'est magique en fait. Le but c'est vraiment de renforcer donc l'apprentissage, c'est d'envoyer les gamins au boulot vraiment. Ça fait de la main d'œuvre gratuite. Les entreprises ne payent pas. On augmente les PFMP, les périodes de stage. Les entreprises ils sont payés par l'État pour leur montrer que c'est vachement bien de travailler et d'avoir de l'argent. Et forcément, pour des jeunes qui ont souvent des situations compliquées, ils vont pas, ils sont très contents d'être payés. C'est l'État qui les paye. Les entreprises, c'est gratuit, tout va bien.
Et du coup, ils sont moins à l'école, donc en plus moins besoin de payer des profs, parce qu'on peut virer les profs de LP. Après tout, on leur conseille déjà de se reconvertir en PE. Hein. Vous allez devenir professeur des écoles bientôt, parce que on n'aura plus besoin en lycée pro, ils seront tous en stage, parce que en fait la philosophie c'est l'entreprise c'est mieux que l'école. Ouais, l'entreprise elle apprend mieux que l'école, parce qu'à l'école c'est pas la vraie vie, tu vois. C'est la vraie vie, c'est le travail. C'est une vraie philosophie, quoi. C'est ça le but. Et en fait, tous ces projets, ils vont dans ce sens-là. De toute façon, tout à sabrer ou quoi, c'est que, l'école publique, c'est bien sympa, mais bon, ça coûte cher. On apprend des trucs aux gamins en plus que, bon, on n'est pas trop d'accord au gouvernement. Enfin, on a trop de liberté, ça coûte, faut sabrer là-dedans, quoi. Et si je peux me permettre juste que cette réforme du lycée pro, effectivement, on la connaît peu parce que en fait, ça intéresse pas trop les gens le lycée pro, parce qu'ils se disent moi mes enfants ils seront pas là-dedans. Et mais en fait, c'est hyper intéressant parce que quand on lit ça, peut-être je peux en reparler après, mais tu vois bien ce qu'ils pensent de l'école, quoi. Et en fait, la réforme du lycée pro, c'est aussi la réforme de l'enseignement général, parce que notamment va y avoir dès la 5e les stages en entreprise ou je sais pas, découverte des métiers, etc. Donc en fait, ça irrigue tout le système, quoi. Ok. Je propose qu'on parle de la réforme du lycée pro juste après une pause musicale. Voilà quoi. Donc c'était Sexy Sushi, J'aime mon pays, et nous allons revenir sur tous ces changements dans les lycées. On a beaucoup parlé des lycées. Et il y a la réforme du lycée professionnel qui ça a l'air d'être un peu une catastrophe et très... en fait un retour en arrière pour les lycéens, mais est-ce qu'on continue là-dessus ou est-ce qu'on passe à comment l'État prévoit de prendre en charge aussi les élèves en difficulté Je peux dire ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a un volet. En fait, aujourd'hui, j'étais dans à Sud, une réunion où on parlait de ça, quoi. On parlait des lycées pro. Et du coup, on lisait le truc de la réforme ensemble. Et il y a un volet qui est hyper parlant, je trouve, c'est le volet décrochage scolaire. Donc, en fait, ils te disent que dans la réforme, un prof pourra détecter les premiers signaux de décrochage. Donc, en gros, l'élève n'a même pas encore décroché. C'est toi qui décides s'il y a des signaux de décrochage. Et à ce moment-là, avec les acteurs locaux, on lui propose autre chose. Mais acteurs locaux, c'est quoi ? C'est des entreprises, en fait, quoi. Donc, c'est vraiment... écoute, si l'école ça marche pas, on va l'emmener travailler. Et puis il y a vraiment un truc de genre, en fait, peu importe, on peut totalement remplacer l'école par le travail. Et en fait, limite l'élève n'a rien perdu là-dedans, quoi, parce que le but c'est juste de lui faire retrouver sa motivation. C'est vrai, en fait tu perds totalement le sens de l'école, je trouve. C'est assez flagrant. Il y avait quand même dans cette réforme aussi l'idée que les formations, donc les propositions de formation, ce serait en fonction des secteurs en tension, les fameux secteurs en tension. Donc en fait, on ouvre des formations pour de la main d'œuvre, quoi. C'est pas en fonction des désirs des élèves ou de leurs aspirations ou quoi. C'est tiens, pourquoi tu irais pas faire ça là-bas ? Parce qu'en fait, on a besoin de serveurs au restaurant, quoi. Et il y a vraiment l'idée que donc on ferme des lycées pro dans Paris. Par contre, en banlieue, non, finalement, nous on nous a dit en audience que non, on fermerait rien. Oui, parce que les jeunes de banlieue, il faut les garder. On a besoin de les foutre quelque part. En fait. C'est vraiment, c'est le principe de la garderie, quoi. C'est le lycée pro. Il y a un vrai facteur d'inégalité, c'est que en même temps, on se bat encore vraiment aujourd'hui contre l'image du lycée pro comme la voie de garage, en fait, la voie pour les élèves qui n'ont pas les moyens, etc. Mais en fait, c'est toujours construit comme ça. Il faut voir que les gamins, dans leur tête, c'est pareil. En fait, le lycée général, c'est quand je suis bon et que j'ai de la chance dans la vie. Et le lycée pro, c'est pour les autres, quoi. Et en fait, il y a un tri qui se fait, mais un tri extrêmement cynique qui est terrible. Et oui, ça concerne surtout les jeunes dans les quartiers, les jeunes racisés qu'il faut garder en classe, parce que ou à l'entreprise, ils peuvent aller travailler aussi, ça ils ont le droit, mais c'est tout, quoi. En fait, cette réforme, elle met surtout plus en évidence le fait que l'école est faite pour former des travailleurs et de la main-d'œuvre, finalement. J'ai l'impression que c'est ça que ça raconte. Tu parlais tout à l'heure du financement
des stages dans les entreprises par... Ah non, c'est ça que je voulais dire déjà. C'est qu'en fait, on envoie des jeunes du coup qui sont même pas majeurs sur des secteurs en tension. Les secteurs en tension, c'est aussi en fait le BTP. Ouais. Et ça peut mener à des accidents. J'ai vu des jeunes de 16 ans morts sur des chantiers pour les Jeux Olympiques. En fait, l'apprentissage, c'est là où il y a le plus d'accidents du travail même. Donc c'est vraiment hyper cynique, quoi. Genre, surtout notamment là où on est, genre on va les emmener sur les chantiers des JO. Et les chantiers des JO, c'est là où il y a le plus de morts au travail et tout. Donc t'es là, genre en fait, c'est cool, super. Et ouais, il y a un truc qui est dingue aussi, c'est, je sais pas si vous connaissez les écoles de la production. Donc en fait, si t'es une entreprise et puis que t'as besoin de main d'œuvre gratuite, et tu te dis je vais ouvrir une école de production. Donc l'État te donne de l'argent pour faire ça, et ça veut dire que l'État te fournit des élèves donc qui sont en âge, donc qui sont obligés d'être scolarisés sous l'âge légal et qui vont travailler pour toi gratuitement, et en même temps soi-disant ils vont préparer le CAP. Mais en vrai ils ont pas, c'est pas un lycée pro, quoi. C'est une école de la production où genre les 2/3 de leur temps ils vont les passer à l'usine en train de travailler gratuitement pour l'entreprise, quoi. Oui, puis ce qu'on voit aussi, j'ai l'impression, c'est que quand même il y a peu de réponses pour les élèves qui sont en difficulté. Même quand ils sont en difficulté à la fin du CM2, on les met en SECPA, donc qui sont les sections d'enseignement général professionnel et adapté, je crois. Où en gros c'est des petites classes où ils sont genre 16, 17 maximum, et où en fait ils passent des semaines par année en stage dès la 6e, et puis bon, t'as des trucs, t'entends des trucs. Moi j'ai une SECPA dans mon étabbissement, par exemple, t'entends des trucs du style t'as besoin de ça, t'inquiète pas, il y a les SECPA, ils vont te le faire, et donc en gros ils vont te fabriquer une étagère, et donc t'as l'espèce de main d'œuvre gratuite de l'établissement, et donc t'as les petits 5e qui vont faire ton étagère et tout, puis parce que voilà, il y a rien d'autre à proposer, quoi. C'est un peu affligeant quand même comme perspective d'aide et d'enseignement à ces jeunes-là, quoi. Et pour terminer du coup sur la prise en charge des élèves dans les établissements, tout à l'heure l'un de vous parlait des missions d'inclusion. Qu'est-ce que c'est, et surtout, après j'aimerais bien que tu poursuives, Tiffaine, sur les difficultés que vous rencontrez spécifiquement dans les établissements Ulysse, quoi, parce que j'imagine bien que c'est pas facile avec ces coupures budgétaires. Dans le pacte, je crois que c'est la 8e brique, c'est la dernière brique, la brique la plus haute, qui est les missions d'inclusion. En gros, pour un peu désigner des enseignants qui seraient des genres de professeurs ressources. Moi, j'ai appris aujourd'hui, grâce à mon inspecteur, que c'était rajouté dans ma fiche de poste sans le pacte, et gratuitement, alors que déjà mes heures de cordeau ne sont pas payées, et ça représente des dizaines d'heures par semaine, chaque semaine de toute l'année. Et donc c'est aussi rajouté. En gros, l'idée c'est d'avoir des enseignants, soit les cohortes de lycée, soit les profs qui pactisent et qui prennent cette mission-là, qui est donc la dernière mission. Il faut avoir pris énormément de missions pour avoir accès à celle-ci, donc énormément d'argent. Et d'être enseignant référent, enseignant référent c'est autre chose, mais donc un espèce de professeur ressource sur ton établissement qui va conseiller sur les adaptations pour tous les élèves, et donc en fait des élèves que tu ne connais pas. Par exemple, moi là, ce qu'on m'attribue cette année dans ma fiche de poste, moi j'ai 11 élèves au total. Mais des gamins qui ont dans mon collège une reconnaissance de handicap par la MDPH, il y en a 80. Et donc là, moi, je suis censée être un genre de professeur ressource pour ces 80 élèves, mais moi, j'en connais 11. En fait, les autres, je les ai jamais vus. Je sais même pas quel est leur prénom, et je suis censée aller dire attention, lui, il a besoin d'un ordinateur, il faut absolument que tu lui envoies les cours en PDF, etc. Et donc, en gros, c'est pour créer un peu ça, au lieu juste que ce soit sur le temps de travail des enseignants classiques, et que ce soit déduit de leurs heures de cours, le fait juste d'adapter leurs cours et d'adapter à ces élèves-là, de chercher des solutions, de faire des réunions avec les partenaires médicaux, les familles, et puis de rencontrer les jeunes. Parce que là, moi, ce qu'on me demande, par exemple, c'est de trouver des adaptations pour des jeunes que je ne rencontrerai jamais. Okay. Et dont je ne rencontrerai pas ni non plus les médecins, ni les familles, etc. Donc, en fait, sur quoi je suis censée me baser, aucune idée. Faut voir que ce truc de l'inclusion, en fait, c'est vraiment, à la base, c'était l'idée qu'il fallait que tous les enfants aient accès à l'école avec leur père de leur classe d'âge, et ça, c'est vraiment, c'était une belle avancée dans l'idée que, il fallait que tout le monde puisse être inclus, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il n'y a jamais les moyens. Nous, en fait, on nous demande, c'est tous les ans, il y en a de plus en plus, des élèves pour qui il faut des adaptations, pour les troubles 10, les troubles du comportement, handicap physique ou autre. Mais en fait, c'est sans formation, sans temps supplémentaire, sans rien. Tu fais le même travail qu'avant, sauf que maintenant, tu dois faire 15 évaluations différentes selon le niveau de tes élèves. Ils sont de plus en plus, de toute façon, t'as de plus en plus d'élèves, mais voilà. Et en fait,
tu te débrouilles. Et en fait, dès que tu commences à dire, mais moi je peux pas le faire, on va te renvoyer, comment ça, vous ne voulez pas, et c'est la loi. Vous n'avez pas à cœur de la réussite de vos élèves, mais vous êtes, vous pouvez pas faire un effort pour machin. En fait, je veux bien faire un effort, mais en fait, je n'y arrive pas. Je ne sais pas quoi faire. Il y en a, j'ai pas de référent dans mon établissement. Les AESH, elles sont débordées, elles peuvent pas nous aider non plus. En fait, il y a pas de formation. Je ne sais pas comment l'aider, cet élève. Je ne sais pas le faire. Et la formation, maintenant, ce sera sur le temps de vacances. Donc, comme ça. Oui, voilà. Et puis avec des élèves qui ont des handicaps parfois lourds, avec des déficiences, avec des troubles du comportement importants, avec beaucoup de violence, etc. Et donc, tu te retrouves, t'as vraiment pas de personnel formé ou pas formé. T'as juste pas de personnel qui peut prendre en charge ces élèves-là en cas de crise, en cas de problème, prévenir les crises, etc. Et donc, avec des élèves qui se retrouvent à être exclus des établissements, c'est un peu un cycle infernal. Et donc, personne peut les accueillir convenablement. Et donc, des fois, tu te demandes même pourquoi on les a mis là, parce qu'en fait, c'est de la maltraitance. Franchement. C'est vraiment dur à vivre, tu dis. Moi, je suis pas devenue prof pour maltraiter les enfants, quoi. Ouais. Mais c'est marrant de voir, comme tu dis, qu'en fait, si vous refusez de faire des choses parce que vous avez juste pas le temps ou que c'est trop, etc. Comme c'est un métier du care, l'enseignement, il tire sur la corde sensible et émotionnelle. En mode quoi, t'as pas honte, c'est super important ce que tu fais, etc. T'as vraiment pas de cœur, etc. Alors qu'on dira jamais, on dirait jamais ça à un comptable t'as pas honte de refuser de prendre des heures sup pour remplir des fichiers Excel, quoi. Ou quand tu vas réclamer, t'as fait un projet, t'as fait un projet cinéma ou je sais pas quoi, et tu vas réclamer une petite heure et on peut te dire. Oh, mais ça vous a fait plaisir d'aller au cinéma. Oui, j'étais là. Oui, si j'avais pu, j'y serais allée toute seule au cinéma. C'est pas avec 24 gamins. Et juste, ils sont revenus sur le truc des briques cumulables. Maintenant, on peut prendre celle qu'on veut parce qu'en fait, oui, il y avait pas. Sinon, ils pouvaient pas finir l'émission. Ça n'allait pas du tout. Mais, je suis désolée, on va devoir conclure, même terminer cette discussion. Et je pense que vu tout ce qu'on a à dire, ça vaudrait le coup qu'on fasse une deuxième émission au sujet de l'éducation nationale. Le bilan n'est pas fameux, du coup. Et du coup, avant de se quitter, on a un document exclusif à vous faire écouter. Notre camarade Vinora a pu interviewer un écolier britannique qui a fait un voyage scolaire en France et qui lui a confié ses impressions. Bonjour, je m'appelle le prince Charles et j'ai 12 ans. Je vais vous raconter mon voyage dans la maison de mon correspondant, le prince Emmanuel. Le prince Emmanuel, c'est pas seulement mon corresse, c'est aussi mon meilleur copain. Chez le prince Emmanuel, je me sentais jalouse parce que c'était encore plus brillant et plus grand que le Buckingham Palace. Et je me suis dit que c'est mieux d'être le roi de France comme Emmanuel pour habiter dans le grand château de Versailles. Et à Versailles, on a mangé tous nos plats préférés de la gastronomie française, comme le homard et le millésime. Et je me suis dit que si tous les Français mangent 3 repas par jour comme ça, alors la France est vraiment un très beau pays et très civilisé et très riche. Et il est trop rigolo, mon corresse Manu, parce que quand je lui ai dit comment vous faites pour être un beau pays et très civilisé et très riche comme ça, eh bien, il m'a dit que c'est parce qu'ici en France, on n'accueille pas toute la misère du monde. Mais pour toi, Charles, je fais l'exception. Oui, il aime bien taquiner mon correspondant, le prince Emmanuel, et parce que aussi des fois, il me disait que il est devenu le roi de France très jeune et que moi, j'ai attendu d'être très vieux. Il n'empêche que quand on a joué au ping-pong avec nos petites copines, j'ai gagné.
Et après Manu, il a fait la gueule pendant toute la soirée. Et puis, c'était le soir du bal. Et on a mis nos beaux costumes. Et quand j'ai vu la longue robe de Camilla, je me suis inquiétée. Je me suis dit qu'il n'allait pas la laisser rentrer au bal parce que j'avais entendu qu'en France, les filles n'avaient pas le droit de porter des robes très longues. Mais Prince Manu, il m'a dit « Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la règle pour les filles blanches. » Alors, on a pu aller au bal. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y avait que des blancs. Voilà, c'est la fin de ma chronique de voyage. Merci d'avoir écouté. Avant de vous quitter avec une chanson écrite et interprétée par les camarades des féministes révolutionnaires, nous aimerions vous rappeler que le 13 octobre prochain, il y a une manifestation interprofessionnelle et on invite évidemment tous les enseignants et personnels de l'éducation nationale à rejoindre la mobilisation pour faire valoir leurs droits. Et du coup, il est temps de vous laisser avec une réécriture de Fever, d'Angèle et de Dua Lipa qui s'appelle « Fin du mois ». Ils ont toujours voulu